On commence le podcast avec l'émotion de John. Ah. Non, mais là, il y a même pas de, c'est même pas 6e round, on est toujours au 5e, on est encore dans la cage, là. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Je suis plein d'émotions. Franchement, j'aime ce sport plus que n'importe quel autre sport et que quiconque vienne me dire que ça donne autant d'émotions autre chose, mais il a rien compris. Il a rien compris. J'allais littéralement suivre là-dessus en disant quel sport. C'est vraiment un magnifique Quel sport. Ça nous donne sport! tellement d'émotions, tellement de rebondissements. Ok les gars, on va vous faire un petit récap sur tous les derniers combats de l'UFC 305 juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon John, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit commencer par le main event, Dricus du Plessis qui défend son titre dans la 4e reprise contre Israël Adesanya dans un combat qui est parti littéralement dans tous les sens. J'ai adoré ce combat. J'ai adoré. Pour moi, enfin, c'est fou parce que on avait entre guillemets deux styles complètement opposés. Un style plus complet et on dit toujours voilà quelqu'un qui est plus holistique dans son approche avec une bonne lutte et un bon striking. Le maître du striking en face avec quelqu'un qui était d'habitude plus mesuré et là de quelqu'un qui rentrait dedans, qui faisait beaucoup de blitz. Puis toutes les polémiques autour de tout ça. Un brouillon et un qui est vraiment très élégant. Enfin, c'était vraiment deux styles extrêmement opposés. Et waouh, quel combat. Quel combat, quel combat. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Franchement, en plus, ils sont venus, je pense, tous les deux assez bien préparés. J'ai trouvé les blitz de Dricus du Plessis un peu mieux réfléchis que d'habitude. Il était conscient du risque des excellents contres de Adesanya. Adesanya, comme tu l'as dit, il est venu très mesuré. Il prenait ses moments. Premier round, assez serré. Moi, je le donne à Adesanya. Je vois des gens qui le donnent à Dricus. Deuxième round, Dricus qui impose sa lutte et on a l'impression qu'il trouve son chemin vers la victoire. Mais je voulais d'abord avoir ton point de vue là-dessus. Quand il se lance sur la guillotine, est-ce que c'est ce que tu aurais fait? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ou pas? Non. J'ai l'impression qu'il a des ouvertures. Enfin, tu vois, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais qu'en fait, lui, il fait plus des neck crank que vraiment être très, très Non, technique. Il va à fond et... en live, c'est le genre d'analyse que je dois faire en revoyant. En direct, pendant le round, je me suis dit, il a pris trop de risques. Il a trop cherché le finish. Et ça a laissé une grosse porte ouverte pour Adesanya pour se relever. Alors que honnêtement, il avait un très très bon pin juste avant où il avait le contrôle de poignet, le contrôle de la jambe opposée avec Adesanya flat sur son ventre. Il commençait à frapper avec sa gauche et puis il a décidé de lâcher son contrôle de poignet pour frapper avec sa droite. Il avait peut-être un peu trop faim d'aller chercher ce finish. Mais on le sait, ces étranglements à Dricus, il fait partie des rares combattants capables de finir sans avoir les crochets en étranglement arrière. Tellement il est puissant et sans même avoir le bras en dessous. Donc, à mon avis, ça passe tellement à l'entraînement que voilà, il a vu cette opportunité au combat et je peux pas dire que c'est une erreur parce qu'à mon avis, ça passe souvent pour lui ce genre de truc. Là, c'est pas passé. Et d'ailleurs, on le voit dans le 4e, hein, son étranglement, ça fait penser un peu à oui, mais ça fait penser un peu à Makhachev contre Oliveira, la vitesse à laquelle il tape Adesanya. Tu vois, il y a pas de, c'est ok, il l'a, c'est bon, j'arrête. Il y a trop de force, il y a trop de pression. Donc voilà, c'est potentiellement après coup, c'est facile de dire c'est une erreur. C'est vrai que en live, je me suis aussi dit c'est trop précipité vers la recherche du finish. Mais à mon avis, ça fait aussi son succès dans d'autres combats. Ça fait certainement son succès à l'entraînement. Et donc là, c'est pas passé, mais c'est une des rares fois où ça passe pas pour lui. Au final, au 4e, tu vois, au 4e, c'est exactement. Mais en fait, il y a plein de trucs qui m'ont choqué. Je trouve que il défendait mieux quand il blitzait. On savait, il avait tout le temps le menton à la fenêtre. Et je me dis, ouais, contre Adesanya, ça me faisait trop peur. Et du coup, il y avait ça, cette première partie. La deuxième, il y a des moments où il est rapide. Il y a des moments où je le trouve vraiment rapide. L'Ankle Pick, je sais pas si tu te rappelles de l'Ankle Pick au 2e. Je me suis dit, waouh, c'est ultra rapide. Et même dans le 4e, au moment où il prend, moi, je pensais que tu le voyais respirer à la fin du 2e. Tu te dis, il en peut plus, à mon avis. Au 3e, 4e, il est cramé. Et je trouve qu'il tient, quoi. Tu vois,
Il est tenace, c'est ça le truc avec DDP, il est tenace, il fatigue assez vite, mais il fatigue aussi ses adversaires et il est très bon dans la fatigue. Et ça, Il est c'est performant dans la fatigue, c'est ça. voilà, c'est ça. Et c'est une différence souvent entre les grappleurs et les strikers. Les strikers sont moins performants que les grappleurs dans la fatigue parce que en grappling, en lutte, aux entraînements, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps, tu vas dans la fatigue et tu continues à performer. Et mentalement, c'est oh, je suis pris en monte. Oh, il faut que je me retourne et je suis fatigué, mais il faut que je le fasse parce que sinon c'est encore pire après. Il y a beaucoup plus ce travail mental, alors qu'en pied-point, il y a moins ce travail. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Je pense que c'est Chandler ou Gaethje qui avait fait cette analyse, que les lutteurs sont un peu plus performants dans la fatigue que les strikers. Et ce soir, c'est encore une preuve parce que clairement, à la fin du troisième, j'étais vraiment là, ils sont tous les deux fatigués, mais on a l'impression que la fatigue impacte plus Dricus du Plessis. Bah, tu Et regardes d'ailleurs, dans où il respire, tu vois. Regarde Adesanya, au début du quatrième, je me dis, bah, c'est fini. Enfin, Ah ouais. il rentre dans le quatrième, il respire juste avec le nez, pas comme Ouais. Dricus enfin, on sait qu'il a eu l'opération du nez, et je me disais, bon, bah, voilà, ça jouait, mais waouh, c'était impressionnant. C'était vraiment trop cool. Trop cool. Et c'est ça qui fait que ce combat est si beau. Pour moi, enfin, t'as vraiment le premier round qui est serré. Moi, je penche Adesanya, certains penchent DDP. Le deuxième round, indiscutable, c'est pour Dricus. Le troisième round, indiscutable, c'est pour Israël Adesanya. Mais Ouais. tu sens qu'il y a encore peut-être des moyens de. Début du quatrième, tu fais OK, c'est bon, c'est fait. Adesanya qui commence à sacrément attaquer le corps. Il a fait un double crochet dans le troisième round, je pense, avec son T'as vu, c'était corps qui était magnifique. un peu le même que celui qui place contre quand il est contre la cage. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Il frôle, mais si ça passe celui-là, je crois que ça connecte, c'est mort, tu vois. Et donc, tu avais vraiment cette direction de combat qui allait vers Adesanya. Les 90 premières secondes du quatrième round, tu es là, tu fais OK, il va vers son finish, il va vers sa victoire. Et puis, de nouveau, Brian en avait parlé dans l'analyse. Un des problèmes d'Adesanya, c'est de trop facilement accepter de se faire acculer à la cage, de reculer, d'essayer d'absorber son adversaire. Et de nouveau, on est dans un combat où il l'a en main, comme contre Pereira la première fois. Et puis, il est derrière cette ligne noire et il se fait acculer et il se fait connecter une fois. Et puis, derrière, il se fait soumettre. Ça fait aussi penser, voilà, il se fait chaque fois mettre en difficulté quand il est derrière cette ligne noire. Contre Pereira, contre Strickland en fin de premier round, ici contre DDP. Et ça va vite, quoi. Il se fait connecter. Et ça, c'est un truc, c'est DDP, je pense qu'il frappe très fort. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Très fort. Aucun doute là-dessus. Je pense qu'il a les mains lourdes comme ça, parce que ça se voit pas spécialement dans. Enfin, oui, il a un physique de dingue et tout, mais de temps en temps, t'as des frappes, t'as pas l'impression que il surengage ou que il charge beaucoup, et puis ça touche et tu vois la tête de l'adversaire qui part dans tous les sens, qui fait. Ouais, il y a quelque chose chez lui. Et je crois même qu'il y a un moment où Adesanya se dit bon, il fait un retrait de buste et tu sens que il se dit ok, ça va, même s'il me touche, c'est en fin de course, ça va rien faire. Et il connecte 2-3 fois et puis il saute derrière. Je me dis waouh, il était bien, tu vois. Et après ces petits coups, non, il doit taper super fort. Il doit avoir une force. Mais comme tu l'as dit, tu vois, Adesanya, ce que j'ai adoré, c'est qu'il a pris le combat au sérieux. J'ai vraiment senti qu'il a pris le combat au sérieux. Il a pas dit, avec Strickland, j'étais un peu déçu parce que je me dis bon, respect à Strickland, ce qu'il a fait, c'était incroyable, etc. Mais tu voyais, j'ai l'impression qu'il s'était un peu reposé sur ses lauriers. Et puis même quand tu vois la photo des pre-fight qu'ils ont fait, la différence de physique, il a fait un vrai camp. Je crois qu'il a dit qu'il a fait, c'est quoi, 4 mois de camp, un truc, une dinguerie. Et bon, je sais pas si c'est le plus productif de faire autant de mois, mais en tout cas, il a pris très sérieusement le combat. Et waouh, je trouve que c'était mieux que ce que j'espérais. Et le truc que je me disais, ça va être trop la peine de mettre sur une petite pièce sur la soumission de Dricus, et je l'ai pas fait. Je suis dégoûté. Ouais. Et Brian y avait pensé aussi. En plus, je me demande si Brian, il faudrait que j'aille réécouter, mais s'il parle pas du quatrième round aussi avec Dricus. Donc Je pense que c'est possible. Ouais, ah, c'est chaud. Et honnêtement, comme toi, j'ai vraiment surkiffé ce combat. Le fait qu'il y ait un finish, ça rajoute quelque chose. Le fait que le finish vienne sur un genre de comeback, parce que t'as vraiment Dricus à un moment qui tombe quand même en début de quatrième. Tu sens que son corps, il est fatigué. Il prend encore des sales kicks d'Adesanya. Ouais, c'était. Non, mais tout ce qu'il a pris au corps, Dricus m'a choqué. Il se prend plein pot des crochets, des middle, tout ce que tu veux, et il est toujours là, quoi. Il est toujours là. Il y a cette interview après son combat contre Whittaker où tu sens qu'il rentre dans l'émotion quand il dit ça. Il dit je combats comme si j'avais tout à perdre. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et ça s'est ressenti, ça se ressent, tu vois, ça se ressent. Parce que là, c'est lui, il a été le plus actif dans ce combat de loin. C'est lui qui frappe le plus dur. C'est Adesanya qui a été de loin le plus précis. C'est pour ça que le combat était assez mitigé sur les premiers rounds. Mais ouais, au mental, quoi. Au mental. Il a pas craqué du tout. Non. Championship mindset, hein, c'est un vrai champion. 100%. Est-ce qu'on peut, on peut conclure là-dessus? C'est un vrai champion. Alors oui, le côté esthétique n'y est pas spécialement. C'est vrai qu'il y a plusieurs moments, même dans le premier round, dès le premier round, où ses pieds touchent pas le sol et il envoie des frappes, tu vois. C'est pas ce qu'on recommande. Encore une fois, ce style-là, tu vas pas l'apprendre à tes élèves en tant que coach, mais ça fonctionne tellement bien pour lui. Il y a cette efficacité. Et ce côté brouillon, justement, ça donne tellement de fausses informations, ça te rend tellement difficile à lire qu'au final, mais j'ai remarqué un truc, il y a des moments où tu voyais que Adesanya, il voyait les frappes venir, tu vois, parce que il charge, il télégraphe, il téléphone avant d'envoyer sa frappe, et puis de temps en temps, il y a la frappe qui va directement vers la cible comme ça, et tu dis, il y a un changement de style au sein du même combattant, ça doit être tellement relou à lire pour un adversaire. Moi, début du round 4, je me dis c'est fini. Vraiment, je me suis dit, Ouais. là, Adesanya, il a capté le rythme, il est mieux, physiquement, il est plus précis. Dricus a perdu de la puissance, je dis, voilà, Il a bien défendu les amener au sol dans le troisième, il y avait il y a un plus ce moment, le chemin-là. troisième, il vole. Je sais pas, il est vraiment, il a fait un sprawl, c'est incroyable, vraiment très, très beau. incroyable. Et donc, du coup, je me dis, juste pour finir par rapport à ça, donc félicitations à tous les deux. Vraiment, il fallait que ce soit tous les deux pour que ce soit un beau combat. Je voulais juste voir un petit peu qui tu vois pour Dricus, là, tu vois. Bon, déjà, Makachev qui voulait monter, je crois que là, il a vu ça, il a dit, c'est bon, je vais prendre mon pote Belal. Ouais. Je vais prendre mon pote Belal. Pour la suite, mais Dana White l'a annoncé. Après, on sait que Dana White, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais il avait annoncé pendant la Fight Week que Strickland avait le prochain shot. Donc, pour moi, il y a que deux options pour Dricus. C'est soit Strickland, soit on attend le résultat de Whittaker contre Khamzat, et en cas de victoire convaincante de Khamzat, il y a un côté intriguant aussi à ce combat. Mais ici, Il est encore intriguant, franchement. Je sais pas, tu vois, il est intriguant sur le premier round, quoi. Tu te demandes si Khamzat va pouvoir faire du Khamzat sur le premier round. Mais c'est la même intrigue que pour Whittaker, tu vois. Mais donc justement, si Khamzat arrive à rouler sur Whittaker, t'as toujours cette intrigue, tu vois. Tu peux toujours te poser la question, que vaut Dricus sur son dos? On ne le sait pas trop, tu vois. Donc il y aurait cette intrigue, mais je pense que la suite c'est Strickland. Je pense que la revanche va bien vendre. Ouais, moi, je pense que pour les États-Unis, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Ouais. Puis, mais bon, ouais. Et pour Adesanya, par contre, c'est là où c'est plus compliqué, je trouve. Dricus, t'as deux options qui sont claires. Je pense pas que Dricus va monter. Quoique Dricus contre Pereira, t'as un peu une intrigue comme ça là-dessus aussi. Tu vois, en light heavyweight. Mais bon, j'ai pas envie de parler de cette option. Par contre, pour Adesanya, fin de carrière ou tu fais quoi à ce moment-ci? T'as été champion, t'as pris ce titre En deux plus, fois. tu peux pas donner un title shot direct sur la catégorie du dessus. Enfin, Non. ça, c'est un scandale. Non. Vraiment, Non, il mérite peut-être plus que Roundtree, mais non, j'ai qu'un. Non, Adesanya, je sais pas du tout. En début de carrière MMA, il cutait pas beaucoup, donc non, on aurait pu. Si c'était plutôt dans sa carrière, on aurait pu se poser la question de est-ce qu'il est capable de faire welterweight, tu vois. Mais ici, tu dois le remettre. Tu dois le remettre dans le bain, tu vois. C'est compliqué. Surtout qu'il a une name value, parce que tu pourrais dire Caio Borraio avec une victoire contre Cannonier, tu vois. Tu pourrais lui mettre un nouveau prospect, mais ça. Est-ce que ça te motive, tu vois? T'es Non. là, t'es en train de faire des combats pour des ceintures, contre des gros noms. Khamzat, s'il perd contre Whittaker. Ah ouais, c'est vrai. Ça, Ouais, ça- ça, c'est un money fight. Tu te dis, ok, ouais. Voilà, c'est un money fight. Ouais, t'as raison. Mais bon, c'est le combat d'adieu, quoi. Mais franchement, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, juste petite parenthèse, mais Dricus, mais en lutte, mais c'est impressionnant. Personne n'a fait ça à Adesanya. En tout cas, je me rappelle pas avoir quelqu'un qui est malmené comme ça à Adesanya. Enfin, malmené, on se comprend. T'as Blachowicz, mais c'est dans la division du dessus, quoi. Oui, c'est ça. Je parle de middleweight, pardon. Ouais, non. Et encore, même Blachowicz, enfin, ouais. Il n'y a pas le mot malmené, il Ouais, y a le c'est ça. contrôle. Mais c'est ça la différence, c'est priorité contrôle et Dricus du Plessis. Je l'avais dit moi dans la preview que je pense qu'il allait être mis en difficulté debout et que par conséquent il allait mettre une priorité au contrôle si ça allait au sol. Et là pas, il l'a pas Non, fait. ils s'en foutent. Et ouais, mais c'est ce qu'on disait, c'est il a l'excellente combinaison qui fait très mal. C'est la capacité à utiliser beaucoup de force et en même temps être très technique. J'en ai déjà parlé, quand tu fais un sparring en grappling et que tu es face à quelqu'un qui est plus fort que toi physiquement, c'est relou.
Quand tu fais un sparring en grappling face à quelqu'un qui est plus fort que toi techniquement, tu te sens perdu. Et alors quand tu fais un sparring contre quelqu'un qui est et plus fort physiquement et plus fort techniquement que toi, t'es en eau profonde, quoi. Et là, effectivement, Dricus, de temps en temps, tu vois qu'il arrive à calibrer. Il dit, OK, là, j'ai pas une bonne technique, donc je vais utiliser de la force. Tu vois, sur certains de ses takedowns, c'est pas propre, bah, enfin, tu vois, c'est brouillon, mais sa force lui permet d'obtenir les choses. Et puis, de temps en temps, il va faire des passages techniques, tu vois, en grappling. Là, justement, quand je disais, il avait un très bon pin. C'est de la technique. Et puis, il va le perdre parce qu'il veut frapper fort, tu vois. Donc, mais de l'autre côté, tu Mais je vois, encore trouve une qu'il a fois. un incroyable instinct, en fait. Ouais, J'ai c'est ça, parce l'impression que que c'est un truc comme ça qu'il sent, qu'il dit, je pense que si je fais ça, ça passe. Et il a raison, tu vois. et ça passe parce que tu vois, par exemple, quand je parlais du contrôle qu'il avait avec le poignet et qu'il le lâche pour frapper, mais en général, toi, quand tu es à l'entraînement, tu as un gars qui a un bon contrôle de poignet et que tu es étalé sur le ventre, tu sais qu'il va frapper qu'avec sa gauche. Tu t'attends pas à ce qu'il lâche son contrôle pour frapper avec la droite. Donc, enfin, je vais pas dire que l'idée est bonne, mais ça passe parce que tu t'y attends Parce que pas. tu t'y attends pas, c'est ça, c'est Voilà, ça. il c'est ça. il y a ce côté unorthodoxe, comme ils disent en anglais, innovant. Donc, pour conclure hein, sur ce combat, la seule frustration que j'ai eue pendant le combat, j'en ai eu une toute petite, c'est parce que on en avait parlé en preview avec Brian, c'est Adesanya, c'est très compliqué de le toucher à la tête debout. Il part très loin. Son corps est ultra ouvert et Dricus a pas beaucoup capitalisé sur les attaques au corps. Un tout petit peu avec ses middle kicks dans le premier round, mais je trouve qu'il avait enfin, ça aurait pu encore améliorer sa performance qu'il vise plus le corps. Mais donc voilà, je voulais juste noter cette petite frustration que j'avais quand je regardais le combat. Ok, comme main event, il y aura pas grand chose à dire. Ça se termine après quoi, 3 minutes, un truc comme ça. Kai Kara France qui est, on peut pas utiliser le terme éteint parce que c'est pas un KO clean, mais ouais, il allume Herseg sur une séquence. Sur les pas, ça t'allume, mais. Et c'est marrant ça, j'avoue. Il l'a allumé et Ouais. pour l'éteindre derrière. Qu'est-ce que t'as pensé de ce finish parce qu'en fait C'est fou. En ouais. fait, c'est fou parce que j'ai l'impression, c'est ça que je trouve, c'est que encore un qui est venu au mental, quoi. J'ai l'impression que Herseg pouvait le dominer de la tête aux pieds pendant tout, parce que vraiment, je le voyais ultra favori. Mais Kai Kara France, quand il est rentré, il était même trop tendu. Tu sentais qu'il était vraiment crispé, etc. Et qu'il disait, bon, bah, on le sait, c'est un des rares flyweight qui a de la foudre dans les mains. Et waouh, quel crochet du gauche. Quel crochet. En plus, faut que la distance. Je crois qu'il fait un direct puis crochet et tu le vois flat, quoi. Il tombe flat. Waouh, félicitations à Kai Kara France, vraiment. Mais, je crois que Hersek peut s'en vouloir. Je crois qu'il a pris un petit peu, je sais pas s'il peut le voir venir, je sais pas s'il peut faire quelque chose par rapport à ça, mais j'ai l'impression que, je sais pas, c'est une impression, ça. Non, en fait, moi j'ai donné mon impression. Moi, mon impression, c'est que Herseg est venu avec la très bonne approche. Il a un Kai Kara France, comme tu l'as dit, qui a une puissance phénoménale par rapport au flyweight. Ouais. Et il est plus grand, il a une meilleure allonge, Herseg. Donc il est venu en mode range control, comme on va dire. Donc il est venu pour gérer la distance, faire du point fighting. C'est je touche, je me mets pas à risque. Je touche, je me mets pas à risque. La plupart des frappes qui ont été envoyées par Herseg, ce sont des jabs et des low kicks à des bons moments. Et on voyait que sa stratégie défensive, c'était plutôt de désengager. Il cherchait pas encore à contrer. Donc il avait vraiment la bonne approche face à un heavy puncher, quelqu'un qui frappe dur et qui est plus petit et qui a pas une meilleure allonge. Et je crois qu'il a été surpris juste par la capacité d'exploser, de couvrir de la distance de Kai Kara France. La force de Kai Kara France ici, ça a été de shift. Quand tu shifts, tu couvres plus de distance que quand tu avances dans ta garde. Et donc, quand tu désengages, quand tu es face à quelqu'un qui désengage et qui désengage dans sa garde, qui passe pas de droitier à gaucher, mais qui reste en droitier, mais il fait des demi-pas. Alors que toi, quand tu shifts, tu fais un long pas, Non, tu fais un pas. vrai pas. Ouais, c'est ça. Et donc là, il a envoyé un double jab overhand, ce qui couvre déjà pas mal de distance. Et après son overhand, il a shifté en gaucher, ce qui couvre énormément de distance. Et ça lui a permis de se rapprocher. Et puis, il a envoyé son bras arrière, c'est entre le crochet et l'overhand, mais qui arrive quand même en ligne. Tu vois, c'est pas un crochet overhand qui se défend en téléphonant, ça vient vraiment dans la ligne, un peu à Alex Pereira comme ça. Et je pense que la vitesse à laquelle la distance a été couverte, ça a vraiment surpris euh, Herseg. Et le fait que tu aies eu deux gauches, une droite, une gauche qui viennent, ça l'a surpris dans sa défense. Il s'est fait connecter. Et puis dès le knockdown, il était out derrière, donc il n'a pas vu la deuxième frappe Il qui est essaye, venue. il essaye d'attraper et puis après, de toute manière, ça Ouais, passe. ouais, mais là c'est un automatique et je crois que les yeux étaient plus en face des trous à ce moment-là. Donc la dernière frappe de Kai Ouais. Kara France, elle est précise et c'est juste super beau. Donc ici, cette division, moi j'aime beaucoup quoi. Pantoja,
il a besoin de nouveaux contenders, tu vois. Donc maintenant, il y a Terra et Kai Kara France qui sont montés. On a Albazi qui avait gagné contre Kai Kara France à la décision partagée, qui a été blessé entre-temps. Donc là, on a vraiment 3 contenders. C'est dommage la sortie de Mokaev. On a une division qui redevient intéressante. Donc maintenant, l'UFC a vraiment le choix. Tu mets un des 3 noms, Albazi, Kai Kara France ou Terra contre Pantoja, et les 2 autres qui se rencontrent. J'ai l'impression que les 3 noms que je viens de citer ont besoin d'une victoire supplémentaire. Mais ça voudrait dire mettre Pantoja sur l'inactivité totale. Et il y a encore Royval en fait dans le tas. Et il y a Moreno aussi qui est en train de s'entraîner, qui va revenir, c'est sûr. Ouais, qui pourrait. Cette division C'est est sûr que incroyable. Moreno Elle va manque de lumière, cette division, c'est ouf. Elle manque vraiment de marketing. Je te Ouais. rejoins tout à fait. Mais non, juste pour dire, j'ai l'impression que c'était la seule arme qu'avait Kai Kara France. Tu voyais que c'était juste ça qui pouvait. Enfin, allez, la seule. On se comprend, tu vois. Et c'était plutôt ça, c'est que j'ai l'impression que, comme tu dis, c'était la bonne stratégie, mais j'ai l'impression qu'au moment où ça se passe, je me dis, tiens, est-ce qu'il se dit, ah ok, c'est bon, j'ai compris, il faut que je fasse ça pendant 5 rounds et un peu plus, de manière un peu plus laxiste, mais il faut que je revoie le combat et puis j'en sais rien. Au final, bien joué à lui, quoi. Vraiment bien joué. C'est ce qu'il Ouais. fait. Tu vois. Après, on dit c'est sa seule arme. C'est vrai que dans la plupart de ses victoires, c'est son bras arrière qui termine. Bon, là, c'est son bras arrière quand il passe en gaucher. Moi, Mais... je parle vraiment contre Terseg. Hein. Je parle Ouais. particulièrement contre lui. Tu vois, quand tu vois le combat. Ah, c'était son chemin vers la victoire. C'est ça. Ouais, clairement. Quand tu vois le combat qu'il fait contre Pantoja, c'était du haut niveau, quoi. Tu vois, c'était. Je trouve qu'il était plus unidimensionnel, Kai Kara France, et que tu disais, ok, tu sais que t'as la foudre. Et que c'est pas la même chose de l'autre côté, bah essaye de connecter et sur une explosion, quoi, tu vois. Donc voilà. Ouais, bah il a trouvé son chemin vers la victoire. Ça a fonctionné pour lui dans le premier round. Et je pense honnêtement que tu refais plusieurs fois le combat et ce scénario se produit plusieurs fois. Parce qu'à mon avis, il a vraiment surpris sur sa capacité sa vitesse de déplacement. Dernier combat dont j'ai vraiment envie de parler, évidemment, Hooker contre Gamrot. Difficile de contre-argumenter sur le fait que ce soit le fight of the night, même si Dricus contre Adesanya nous a donné beaucoup d'émotions. Gamrot contre Hooker, là aussi, il y a eu un dynamisme assez incroyable, assez chouette pour le spectateur. Et quel guerrier ce Hooker, c'est un truc de dingue. C'est incroyable. Ce gars est incroyable. Incroyable. En plus, maintenant, il a l'air ultra. Enfin, on dirait un perso de jeu vidéo maintenant avec tous ses tatous. Tu le vois, il arrive, mais le seul truc, à toi de me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que maintenant, peut-être dû à la cicatrisation et avec tous les problèmes qu'il a eu, j'ai l'impression que beaucoup plus facilement il saigne qu'avant. J'ai pas l'impression qu'il avait été tellement connecté, tu vois. Dès le départ, je crois qu'il a une ouverture à l'œil, puis fin du round 1, je crois qu'il en a 3, et j'ai pas l'impression que Gamrot avait été si incisif, on va dire. Ouais. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est le seul souci, c'est que aux yeux des juges, ça peut porter à conséquence. Si jamais tu vois à chaque fois qu'il est blessé, et au final, il l'est pas tellement, et il revient, mais des enfers, ce gars. Ce gars, c'est incroyable. Il est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Alors je confirme, hein, je confirme, parce que je l'ai déjà entendu, maintenant j'ai pas été voir s'il y avait des études là-dessus ou quoi, mais c'est vrai que plus t'es ouvert, plus tu t'ouvres. T'as la peau qui devient de plus en plus fragile, et je me demande si c'est pas Wanderlei Silva à un moment qui avait fait une opération pour un peu régénérer tout ça, et que ce soit moins facile à l'ouvrir en combat. Donc ouais, clairement, ça peut avoir son impact parce que c'est une façon visible de voir le dégât de ton adversaire. Alors Gamrot, le truc, j'avais fait la blague là avec le Gamrot à la gueule, mais par contre c'est vrai, je lui avais serré la main après un combat, et comme Abduragimov, tu sens que son avant-bras c'est la prolongation de son bras qui a la taille de mon mollet, tu vois, et quand il te serre la main, ça serre très fort. Donc je pense que lui aussi, il a des frappes. Le mot que je voulais utiliser pour Dricus du Plessis, c'est il assomme, tu vois, il a des frappes qui assomment. Et je pense que Gamrot aussi, on s'en rend pas compte parce qu'on le voit comme un grappleur. Et la plupart de son succès à l'UFC, c'est via son grappling, mais son pied-point s'améliore de dingue, je trouve, à Gamrot. Ouais. Et je pense que quand il frappe, ça frappe dur. Donc, par exemple, le Tchekhouk qui met en contre sur le direct au corps de Hooker, je pense que ça fait très très mal. Les frappes au sol, ça peut vite ouvrir. Donc voilà, mais la décision, est-ce que tu trouves ça... J'avais envie de parler de ça peut-être en entrée. La décision, tu la trouves scandaleuse ou pas? Parce que moi... Alors, je la trouve pas scandaleuse. Ouais. Donc, moi, je vois... C'est à chaud. J'ai pas revu le combat, j'étais pas posé, etc. Je vois Gamrot, mais je trouve pas ça scandaleux que Hooker gagne. Donc, c'est pas un vol. C'est ça que je veux dire. C'est que je trouve pas que c'est... Waouh, quel scandale. Par contre,
Le 30-27 d'avant, je trouve que c'est le plus gros scandale de l'histoire. Comment Le tu juge a t'entends été renvoyé chez lui. Ah, c'est vrai? Il devait faire le co-main event. On lui a dit non, tu rentres chez toi. Ça a été Non! rapporté par Ah, Kevin j'ai pas, Iol. Ça a j'ai été pas entendu rapporté ça. par Kevin Iol. Ah ouais, Ils l'ont ouais. renvoyé chez lui. Et il y a des gens qui ont sorti des statistiques, genre, c'est le juge qui a le plus de scorecards différentes par rapport aux deux autres. Mais attends, mais quand t'entends 30-27 d'un côté, 30-27 de l'autre, là, tu dis, bon, les gars, faut vous mettre d'accord, là, c'est quoi ce truc? Et là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, à mon avis, Adesanya, si ça va au point, il gagne. Parce que je me suis dit, voilà, il est en Australie et on voit quand même qu'il y a eu des petits trucs un peu suspects. On sentait ça. On sentait que quand il y avait des rounds hésitants, ça pouvait partir du côté Australie. Et je me suis fait exactement la même réflexion. Je me suis dit sur un combat serré dans le main event. Mais là, par exemple, voilà, j'avais donné le premier round à Adesanya et je voyais des gens qui disaient que il le donnait à DDP. Mais je voyais Donc, c'est un Dricus, premier. je voyais pour Voilà. Dricus. Ben donc c'était un premier round serré. Et moi dans ma tête, je me suis dit ouais, mais il faut considérer qu'il va à Adesanya par rapport au début de soirée. C'est ça. Et donc ici sur Hooker contre Gamrot, je te rejoins. Pour moi, les 3 rounds sont serrés. Les 3, vraiment. Tu peux avoir un argument d'un côté comme de l'autre pour les 3. J'avais 2-1 pour Gamrot, mais je me disais, ça me m'étonnerait pas qu'on parte vers une split. Et, j'en ai marre qu'on crie tout le temps au vol. On crie au vol dès que c'est serré. Non, c'est serré. Et puis les gens qui étaient En pour un plus, c'est une combattant, split, qui c'est supportaient une un split. combattant, vont dire vol. C'est Mais en ça, fait, ouais. tous les neutres vont dire, bah non, ça pouvait partir dans les deux sens. Et ça, c'est la réalité. C'est ça. Le premier round, je le donne à Gamrot. Il est plus impactant dans son grand moment. Alors oui, sur la fin du round, on a un Hooker qui revient. Et on Mais sait attends, que la fin du round peut de temps en temps peser plus. Sur les critères, ça peut pas peser plus, mais tu sais que la mémoire fonctionne comme ça et donc ça peut balancer vers Hooker et t'as deux juges qui lui donnent le premier round. Le attends, deuxième, j'ai une vas-y. question par rapport au premier round. Pour moi, c'est ce qui fait changer. Bon, on peut pas savoir, mais il y a un moment où je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il continue pas en Shin Wrestling, tu vois? Il y a un moment, il le laisse partir. Vraiment, j'ai été choqué. Et d'ailleurs, en commentaire francophone, ils l'ont relevé. Ils l'ont relevé, ils ont dit, tiens, c'est étonnant il faut que tu le revoies, s'il te plaît. Je suis impatient de juste voir ce premier Ouais. round. Il faut Il y a un que j'aille moment où, revoir. pour moi, c'est flagrant que Gamrot le laisse, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, je comprends pas. T'as fait pas ça. Et alors, d'ailleurs, Dan Hooker revient dans le premier, même si tu le donnes à Gamrot, il revient à la fin suite à ça. Et j'étais choqué. C'est arrivé après le knockdown, enfin après le fait qu'il connecte bien. Parce que si c'est arrivé après le fait qu'il connecte bien, peut-être que Gamrot se dit, ok, je suis allé pour le finir debout, au sol. J'arrive pas à le finir au sol. Je me sens à l'aise debout. Je vais le finir debout parce que je sens qu'il est encore un peu sonné. Peut-être qu'il y a Mais eu ce justement, processus. tu sentais qu'il y a deux moments, je crois que c'est au premier round, maintenant, faut que je revoie. Au premier round où tu vois que les deux titubent un peu. Il y a un moment où Ouais. ils sont plus dedans, tous les deux. Et la seule chose, c'est que je trouvais que Gamrot pouvait accélérer à ce moment-là. Vraiment, il avait l'opportunité d'accélérer et il le laisse. Et là, il revient et il le fait tituber à lui, tu vois. Donc ouais, c'était compliqué. Il y a eu un moment guerre dans ce premier round, effectivement. Et alors, moi, c'est là mon argument, c'est Gamrot, pour moi, il touche très bien sur son crochet, son check hook, en contre sur le direct au corps de Hooker. D'ailleurs, il faut noter, la préparation de Gamrot était nickel, hein, parce que ce qu'il a fait en shift, lui aussi, les combinaisons en shift, ça a bien fonctionné. Ça avait bien fonctionné pour Dustin Poirier contre Hooker. C'est ce que j'ai demandé. Tu Et crois ça que avait mis un KO. Chandler avait mis un KO sur Dan Hooker là-dessus. Donc, Gamrot est venu avec cette préparation en pied-point de travailler en shift et j'ai trouvé ça très intelligent. Quand même, petit important highlight, les uppercuts, les lead uppercuts de Gamrot dans le deuxième round, c'était super, c'était pépite. Ici, par rapport à ce premier round, je trouve que Gamrot, il connecte mieux et il follow-up mieux après la frappe qui touche très très bien. Hooker, il a plus de mal parce que Gamrot fuit. Tu vois, quand Hooker touche super bien, Gamrot commence à fuir. Et donc, ça me donne l'impression que Gamrot a été plus touché par la frappe qui connecte fort de Hooker dans le premier round que celle de Gamrot sur Hooker. Mais je réfléchissais à ça dans le premier round. C'est une question d'attitude. Tu as l'attitude, tu vois. Hooker avait une meilleure attitude quand il s'est fait connecter que Gamrot, visuel. Mais par contre, Gamrot, son attitude lui permettait de moins se faire toucher derrière quand il était sonné. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il y a un argument dans les deux sens sur ce premier round. Moi, je le donne quand même à Gamrot. Oui, pareil. Le seul truc, c'est que j'avais l'impression que lorsque tu as cette attitude, j'ai l'impression que ça joue au niveau des arbitres d'un point de vue de l'impact.
J'ai l'impression Ouais. que les gens se disent juste, OK, c'est vrai qu'il y a eu plus d'impact de ce côté-là en termes de volume, mais en termes de puissance et d'impact Bien réel, sûr. on va dire, j'ai l'impression que ça allait vraiment du côté d'Hooker. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'on a du mal à voir avec la télé et qu'on voit quand c'est en live, enfin, qu'on entend du coup, c'est le son. J'ai l'impression que quand tu es près de la cage, tu dois Ouais. entendre certains trucs. Moi, il y a un Et le moment, public, hein, ça paraît bête, mais le public, inconsciemment, le public va jouer dessus. bien sûr. Et il y a ce moment, tu vois, où il y a Adesanya qui met, je crois que c'est un crochet, mais plein pot. T'entends, tu l'entends même à travers la télé. Tu te dis, mais ça, t'es juste, tu Ouais. te dire, ouais, bon, c'est énorme. Donc, C'est ouais, pour ça que c'est difficile pour nous quand on voit ça à la caméra avec des commentateurs qui parlent par-dessus le son et pas avec le ça. son comme les juges et l'ambiance comme les juges et l'angle des juges. C'est difficile. Évidemment qu'il y aura des différences. Il faut Mm. pas, et c'est pour ça que quand c'est serré, comme celui-ci, voilà, il faut laisser les juges faire En leur fait, je taf. trouve Il y en a- ça bien que ce soit une split. Voilà. Ça Ça représente, pour moi, ça représente le représente combat. une split. La Voilà, split, c'est ouais. ça. C'est une Ça split, représente bien le combat. Parce que le deuxième round, il est extrêmement serré aussi, hein. T'as- ouais. Je crois que c'est Hooker que je donne le deuxième pour moi. Mais oui, mais tu vois, Je donne le deuxième. moi là, c'est là où je suis le plus partagé pour moi. En direct, j'étais léger Gamrot. Mais et je vois les trois juges qui donnent J'entends, Gamrot. dans les trois, je peux entendre l'argument pour Voilà, que les deux soient pris. Donc, moi, c'est ça me ça. choque pas. C'est Ouais. ça. Moi j'étais léger, très très léger Gamrot. Et j'étais là, je fais, ok, ça peut partir chez Hooker. C'est le genre de round que je dois revoir pour scorer. Parce que là, j'étais tellement en mode fan en train de Ouais, c'est ça. regarder ce combat que j'étais plus du tout concentré sur le scoring. Et donc, c'est à la fin du round, je me suis dit, ah, j'ai l'impression Gamrot, mais, et alors, le troisième round, pour moi, c'est plus Hooker. Mais j'ai l'argument, enfin, tu vois, j'entends aussi l'argument Gamrot qui, en fait, encore une fois, Gamrot commence très bien, est beaucoup plus précis. Il envoie peu, mais il touche beaucoup plus que Hooker. Après 3 minutes, c'est clairement Gamrot. Et puis sur les 2 dernières minutes, on a un Hooker qui commence à trouver son succès et ouais, et qui fait ce qu'il faut pour le prendre selon moi. Donc moi j'avais 2-1 Gamrot, mais j'entendais très bien le 2-1 Hooker et je serais même pas exagéré d'avoir des 3-0 tellement les trois sont serrés, Ouais, tu vois. ça. Ça veut juste dire que les trois tu te positionnes d'un côté et pas de l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, les doubles 30-27 inversés, là, Mais en fait, j'adore. des 30-27 d'un côté et de l'autre sur des combats comme Hooker contre Gamrot, je pourrais encore me dire, bah voilà, ils ont chacun eu leur angle et that's it, parce que c'est tellement non. serré que tu peux dire, voilà. Mais par contre, sur Tuivasa, tu peux pas lui donner les 3 rounds. C'est là où c'est scandaleux, c'est que tu peux pas lui donner les 3 rounds à Tuivasa. Je sais plus quel round il y a un round où c'est abusé de lui donner, je sais plus lequel des 3 c'est, mais et voilà. Mhm. Mais non, par contre, question très intéressante pour Hooker contre Gamrot. La suite, parce que tu as un Hooker qui était, je sais pas, 11, 12 et qui bat le 4 et qui a déjà une longue carrière. Tu fais quoi? Mais moi, Tu je le crois mets que où l'UFC, là, vu ce qu'il a fait, je crois que l'UFC vont lui faire un cadeau. Ouais. Je sais pas exactement quel cadeau. Franchement, Chandler, je crois. Chandler, La revanche. Ouais. bah, tu vois, ils ont gardé Chandler bien placé par rapport à McGregor, comme ça justifiait si jamais Ouais. McGregor gagnait contre Chandler, bah alors il pouvait être prétendant au titre. Il a attendu pendant autant d'années, ils savent que ça va faire du chiffre. J'en sais rien, peut-être un truc comme ça, mais Ça se tient. C'est- tu vois, je vois pas, enfin, je crois pas que ce serait un cadeau entre guillemets, de dire Darius, tu vois. Non, mais par contre, c'est pas un cadeau, mais je crois que l'UFC va être intéressé par ça. Mais Tu verras. Gaethje Hooker, Ouais. guerrier Ouais. contre J'ai entendu ce qu'il a guerrier. dit, hein. Il a dit, je veux la BMF aussi. Hein. Il a dit, moi, Holloway Hooker. ouais, mais bon, là, Holloway, il est pris. Pour... Ouais, non, mais Ouais. il y a, il y a des chouettes combats. Hooker contre Gaethje, ça me plaît. Hooker contre le gagnant Makano Benoît Saint-Denis, ça peut être plaisant. Attends, mais mais c'est possible, hein, la BMF. Je dis ça comme ça, mais c'est possible que il a le ouais. si jamais il gagne, si jamais Max gagne maintenant, genre son combat, c'est possible qu'il remonte. Ouais, c'est possible qu'il remonte, mais je trouve que Hooker, il lui manque un petit truc marketing. Il est apprécié des fans assidus. Tu vas dans la rue, tu demandes qui Ouais, est il lui Dan manque un Hooker. tout petit peu, c'est Il vrai. lui manque ce petit truc. C'est C'est juste pour ça que je suis dans l'instant, je viens de voir ce truc. voilà, c'est incroyable, mais c'est vrai. par contre, tu lui donnes, il fait une guerre de 5 rounds contre Gaethje et il le bat à la 4e minute 59 secondes du 5e round comme Max Holloway. Là, évidemment, tu le fais, tu vois. Non, mais par contre, ouais, Justin Gaethje contre Hooker, ça me semble, ça fait sens au niveau du ranking.
guerrier contre guerrier, sur 5 rounds, ouais, je prends. Ouais, mais franchement, je t'avoue, moi, ça me fait mal au cœur maintenant de voir ces combats. J'ai envie de leur dire, vas-y, les gars, c'est bon, arrêtez les guerres et tout. Mais Ça me fait mal au cœur, tu vois. Vraiment, voilà, Gaethje, il a besoin de repos. Hooker, après ce combat, il peut se reposer un peu. Tu le fais en mars, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu le fais Non, en mais mars. ouais, t'as raison, t'as raison. Parce que Hooker, on le voit pas comme un potentiel futur contender, tu vois. Il fait un très beau combat ici contre Mateusz Gamrot. Moi, je Ils vont pense peut-être pas pas qu'il vouloir aura le la mettre ceinture, parce tu qu'ils vois. veulent pas avoir des champions qui vont partir non plus, tu vois. C'est pas Ouais. qu'ils disent, Mais voilà. là, justement, Gaethje, je pense pas enfin, tu vois, je pense que maintenant, on le voit plus comme un potentiel futur champion. Hooker non plus, ça reste 2 vétérans, c'est 2 anciens, mais qui sont encore dans le top du classement. Les mettre l'un contre l'autre, voilà, ça en relance un, et c'est peut-être le combat de sortie pour l'autre. C'est potentiellement un fight of the year. L'UFC a tout à gagner à faire ce combat. Et tu fais quoi alors avec, allez, Gamrot? non, Chandler? Chandler, ouais. McGregor? Tu le fais poireauter jusqu'à ce que McGregor soit Ouais, là. mais 2025, le pauvre. S'il n'y a pas ce combat, imagine, il annule encore, mais là, il lui a mais foutu sa carrière en l'air. Là, ça fait 3 ans. Après, 3 ans. Chandler, il est bloqué, il doit prendre un gros nom, tu vois. Encore une fois, Hooker, comme pour la BMF, il lui manque ce petit truc. Donc, Chandler, ça peut être la revanche avec Gaethje, ça peut être la revanche avec Poirier, si c'est pas. D'ailleurs, la revanche avec Poirier, ça pourrait faire sens. Ils sont tous les deux un peu d'accord de dire qu'ils veulent un dernier combat. Leur premier combat était vachement fun à regarder. Ça partait un peu dans tous les sens. Ouais. Pourquoi pas, tu vois? Sur 5 rounds plutôt que 3, comme ça, t'as une petite différence par rapport à leur premier combat. Ouais. Bon, allez, je signe. Et juste, je voulais voir rapidement, juste pour le dire, même pas pour les résultats, avec Rozenstruik, je trouve qu'il a fait un bon combat contre Tai Tuivasa. Il a été plus entreprenant que d'habitude, c'est ça qu'il doit faire. Ouais. Honnêtement, c'est ça qu'il doit faire. Il a été très précis dans ses contres. C'est un bon contreur, il faut pas lui enlever. Mais il a aussi été un peu plus entreprenant. Je Et trouve même qu'il d'un avait un point de bon vue timing. défensif, je trouve qu'il Ouais. il arrivait à vraiment bien voir. Et le style attentiste, c'est compliqué pour Tuivasa. Je crois que Ouais. il doit vraiment rentrer à la guerre. Et il y avait Et- encore, et c'était quoi le dernier combat? Il y avait encore un autre combat? Mais ça, il faut en parler, hein, le verbal tap out, parce que tous les référés, tous les arbitres, avant le combat, viennent en backstage réexpliquer les règles qui sont souvent oubliées, notamment ce que signifie un athlète au sol. Et je pense que sur je sais pas combien de fois où j'ai été en backstage avec un arbitre qui vient nous réexpliquer une demi-heure, 45 minutes avant le combat les règles, euh, 80% te rappellent la règle de si je t'entends dans une soumission crier de douleur, c'est un abandon. Mhm. Je comprends pas comment il pouvait y avoir une confusion là-dessus. Attends, c'était qui le combat? Tafa contre Walker. Ah oui. Mais Ah attends. non, pardon, putain. Non, mais pardon, ça c'est c'était. pas Non, ça. non, c'est Prates, on doit en parler en plus, Prates. Mais oui, c'est ça, c'est que J'ai confondu les deux, j'ai inversé les deux. Ok. Non, donc il y a eu un combat un peu relou chez les poids lourds en headliner des prelims et ça se finit sur une clé de talon tout à la fin du premier round et il y a eu un peu de confusion, mais Tafa il gueule de douleur, bah oui, c'est considéré comme verbal tap out. Non, le dernier oui, Prates contre The Leech. Ouais, c'est The ça. Leech, la première fois qu'il se fait éteindre ouais. dans la cage et C'était Prates, ça. Donc ouais, il est précis, hein. Il est précis et il est puissant. précis, il est patient, il est opportuniste. Ouais. J'avais parlé Joel Alvarez, tu vois, son style un peu. Je connais mes distances, je mets la pression, mais Je trouve qu'on en je a pas m'ouvre parlé pas de trop. Joel Alvarez. Je trouvais que c'était incroyable ce qui avait Ah, été moi, fait, dans mon récap vraiment. solo, j'en avais parlé, j'avais été Ah, ok. ultra impressionné. Et justement, ici, j'ai envie de faire le lien entre Prates et, euh, et Alvarez parce qu'il y a un peu ce côté assez bonne allonge pour la division, capable d'accélérer sur des techniques un peu folkloriques, mais c'est la simplicité qui fait le plus de leur taf. Et là, la pression de prédateur, comme j'appelle, tu vois, c'est une pression lente, patiente, bon cadrage. Il vient toucher en bout de course, capable de casser à distance avec ses genoux. Ses genoux sont exceptionnels. Dans son dernier combat, il a mis un KO comme ça. Ici, contre The Leech, il en envoie aussi des genoux qui partent à une distance de bras tendu. C'est magnifique. J'adore ce style. Sniper. Son combat et t'as l'impression que tu dis vas-y accélère parce que là tu vas lui faire plus de mal, tu vois. Non, Ouais, sniper, c'est le bon mot, tu vois, pour Joel Alvarez dans sa dernière performance et ici pour Prates. Et j'aime bien ce style. Ils sont dans la même division. Ah non, il y a une division d'écart. Sinon, je me dis, tu vas mettre les deux l'un contre l'autre, mais c'est welterweight et lightweight là. Mais ouais, Prates, j'ai envie de dire bienvenue dans le top 15. Il aura pas le 15 à côté de son nom, mais il va prendre un combat contre un top 15. Contre qui on le mettrait d'ailleurs? Enfin, c'est difficile parce Attends, que tu vois, il va y avoir des Paddy, etc. Mais tu vas pas le mettre contre Paddy, tu vois. mais attends, c'est welterweight. Non, attends, tu c'est parles welterweight. d'Alvarez? Non, ouais, c'est ça.
Non, c'est welterweight. Li Jingliang, il est welterweight. Ouais, donc ici, c'est un welterweight. Donc, c'est qui le numéro 15? Kevin Holland, qui combat contre. Il a été annoncé là au 307. C'est le combattant qui a le plus de combats d'ailleurs. Hein. Je sais pas si t'es au courant. Kevin Holland? Ouais. Et Ouais. tous les 100 jours, il combat, un truc comme ça. Ouais, je suis pas surpris, hein. Ouais. Attends, Kevin Holland, c'est contre qui qu'il a été annoncé? Il vient d'être annoncé à l'UFC 307. J'ai fait une vidéo hier dessus. Je Oh là là. sais, j'ai oublié. Attends. C'est nouveau. Mais en même temps, on va pas faire attendre Prates octobre pour avoir un vainqueur pour donc Holland, c'est pas une option. Michael Page, Luque, j'ai pas envie de. Oh, il mettrait une misère à Luque. Ouais. Mais le problème, c'est Page, tu peux pas le mettre parce que c'est un trop gros nom pour le prendre à ce moment-là. Tu vas encore faire 1 ou 2 combats qui peuvent être intéressants pour lui. Tu dois monter jusque Jeff Neal, quoi, alors. Parce que Joaquin Buckley, il est prévu aussi. Stephen Thompson aussi, il est prévu au 307. Magny. Ouais, contre Magny. Ah ouais, Magny, il est grand, ça Magny, pourrait être ouais. intéressant. Magny, c'est un peu le gatekeeper du top 15. Ouais, C'est pas le vrai. combat le plus excitant sur papier, mais c'est le combat qui te permet vraiment de tester quelqu'un. Pour moi, Magny, c'est vraiment le gars, on te le met pour te dire, ok, t'es un vrai prospect, mec, mais lui, t'as intérêt à le passer. Par exemple, Mike Malott, on pensait que c'était un vrai prospect. On Le dit, Canadien. ok, ouais. Et il a pas passé Magny. Donc, ouais, ça pourrait être le bon test et l'opportunité de Prates de rentrer dans ce top 15. Bah, en fait, moi, je me dirais plus, j'aimerais bien voir contre Mike Malott alors. Franchement, je trouve que ce serait un très chouette combat. Ouais, Parce Mike que je Malott trouve a que- mis sur Instagram qu'il avait un combat qui allait être annoncé sur la carte du Canada, là. parce que justement, je trouve qu'il a été. C'est pas de chance son combat. C'est pas qu'il s'est fait rouler dessus, je trouve. Non. Bah, c'est problème de cardio. C'est ça. C'est sa responsabilité. Gestion, En de fait, gestion, en fait, de gestion plutôt. Gestion de gestion combat, ouais. d'énergie, parce qu'il est bien dans le combat, mais voilà, il se fait surprendre par manque de cardio dans le troisième, donc c'est une bonne leçon pour lui. Mais en Et fait, je ça, crois qu'il veut vraiment faire plaisir à son public parce qu'il était encensé au Canada. Et erreur de jeunesse. voilà, c'est ça. Erreur C'est de ça. jeunesse. Tu fais pas ça à l'UFC. Ouais. Et voilà, je pense que On a fait le tour, hein. On a fait le tour, ouais. On a fait le tour. Enfin, tout ça pour dire aussi, petite dernière parenthèse, mais les Brésiliens qui viennent en ce moment, avec les Brito, avec J'avoue. Alvarez, avec, ils sont mais monstrueux. Jean Silva. Ouais, Jean Silva, ouais. Ah, il y a une nouvelle vague de Brésiliens. En fait, c'est ce côté-là, tu sais, Brésiliens. Il y a eu toute une ère où tu te disais, il y a une ère où ils ont été excellentissimes. Leur agressivité, le style Rafael Cordero, ça fonctionnait méga bien. Le shoot box aussi, ça leur allait tellement bien. Et puis, ça a été effacé par une nouvelle ère de lutteurs où tu dis, ok, un striker agressif qui est trop à l'aise sur son dos, bah, je vais le lutter, je vais faire un peu de lay and pray. On repartait un peu à l'époque UFC 4 entre UFC 4 et UFC 10 où les lutteurs faisaient du lay and pray comme contre les Gracie et ça fonctionnait pour eux. Et là, on a l'impression qu'ils sont un peu réinventés. Ils ont réinventé leur jeu en disant, ok, notre agressivité, on doit l'utiliser à des moments opportuns et on doit utiliser de l'énergie dans la lutte défensive pour pas se faire mettre trop facilement au sol parce que maintenant le MMA, les soumissions, c'est quand même difficile d'aller les chercher. Et ouais, ça fait mal. Ouais, Ils ça sont fait forts. mal, hein. Ils sont Vraiment, forts. Ouais. je les trouve extrêmement complets. Et en plus, ils ont une grinta comme ça, tu vois, ils ont faim. Je sais pas, tu sens qu'on les paye pas bien là-bas, tu vois. Ils se disent, vas-y, moi je suis là, je reste. Mais Vraiment, c'est une discussion intéressante qu'on pourrait prendre sur un de nos podcasts. Tiens, c'est les primes UFC sont les mêmes, peu importe où tu habites. Donc il y a quelqu'un qui avait dit ça en disant, ben, si t'es Suisse et que tu combats à l'UFC, tu fais partie des Nul. pauvres. Mais par contre, si t'es au Brésil, tu gagnes un combat à l'UFC, tu prends le Performance of the Night bonus, tu peux t'acheter déjà une sacrée baraque là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. Avec ton salaire plus le bonus. Donc il y a peut-être un peu plus cette fin parce que ce que tu peux gagner à l'UFC en tant que Brésilien est plus représentatif que bon, il y a pas beaucoup de Suisses, mais voilà que en Suisse. Non, mais à attends, l'UFC. mais la victoire, attends, c'était quoi encore pour le titre? Ils ont une fédé au Brésil connue. C'était quoi qu'ils payaient? Je crois qu'ils Jungle Oui, c'est Fight. ça, Jungle Fight. C'est combien? Je crois qu'ils payent une misère. Ils payent une misère. Et d'ailleurs, je crois que c'est Fernand qui, il y a quelques années, disait qu'il avait son email qui était full de Brésiliens et de Ouais. Russes. parce qu'il- Quand tu organises Voilà. des événements, même moi, je recevais beaucoup de mails de Brésiliens. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais. eux, ils se disent, je vais combattre en Europe, ils vont me donner une petite prime européenne, c'est une grosse prime brésilienne, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. bon, il faut aussi dire que si tu organises des événements au Brésil, bah, tout est pareil, tu vois. Les sponsors que tu reçois, bah, ils seront pas gros, les droits télé seront pas gros, les tickets d'entrée, tu pourras pas les faire à 50 euros, tu devras aussi donc tout est proportionnel en fait, c'est juste, Ouais, c'est ça. voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, les Brésiliens ont très faim de combattre en dehors du Brésil parce que ça leur permet
de gagner quelque chose qui est proportionnellement grand par rapport à Ah, c'est au pouvoir d'achat, c'est ça qu'on dit. Hein. Bah, enfin, en fait, oui, c'est ça. C'est pas le bon que terme. PIB? non, Non, je suis non, très non, nul c'est le là-dedans. pouvoir d'achat. Donc, Pouvoir en gros, d'achat. ils ont un plus gros pouvoir d'achat si jamais ils se font payer par des fédés à l'étranger qui reviennent dans leur pays. Voilà. Bah, c'est sûr et certain que c'est plus grand, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Bah, Bon. écoute, c'était vraiment un plaisir. Les messages qu'on s'est échangés, moi, je devenais fou. Vraiment, j'ai adoré cet event et impatient de voir ce qu'il y a la suite. Et je suis trop content que ça relance tout comme ça, en fait. Vraiment, je suis très content. Ouais, et cet événement donne beaucoup de mouvements, je trouve. Ouais, c'est ça. Tu vois, C'est je pense qu'il y a exactement eu plus de vues que ce qu'on pensait, parce que beaucoup de gens se sont plaints, moi y compris, qu'il n'y avait pas beaucoup de hype autour de l'événement. Finalement, sur mes tweets, je voyais qu'il y avait quand même pas mal d'interactions, donc il y a pas mal de gens Il qui y ont en a, regardé il y ça en en a pas eu live. beaucoup, hein. Il y en a vraiment pas eu beaucoup. Et Ouais. au final, tu dois hyper, mais je trouvais ça quand même fou que les gens. Enfin, je me suis dit, en Australie, ils ont été à 10h du matin à voir les gens combattre. C'est moins pire que l'UFC Oui, 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 on 304. est d'accord, mais c'est quand même bizarre, tu vois, de dire, Ouais. bon, je prends mon petit déjeuner, je vais aller voir des gens dans le noir aller se battre, tu vois. C'est quand À même, fond. c'est spécial, quoi. C'est À spécial. fond. Après, ils étaient peut-être déjà connectés pour le CGI. D'ailleurs, j'ai regardé quasi la totalité du jour 1 qui était très très bien. Et là, j'ai vu des tweets comme quoi le jour 2 était exceptionnellement mieux. J'ai trop hâte d'aller voir. J'ai déjà vu les résultats, mais les fans de grappling, je pense que le CGI en vaut la peine de dingue. Et j'espère que c'est un concept qui va continuer, parce que ça va donner de la visibilité au grappling qui manque de visibilité par rapport à ce que ça mérite, je trouve. Je trouve que ça fait beaucoup de bruit. Moi qui m'intéressais pas tellement au grappling, là maintenant j'ai envie de suivre. J'avais d'ailleurs regardé tous les podcasts, même ceux que vous avez fait avec Aldric, et je trouve ça passionnant le fait qu'ils soient en train de prendre. Enfin, je crois que c'est une leçon qui pourrait même être appliquée à l'UFC, tu vois. Vraiment de Ouais. dire voilà, regardez ce qui peut arriver si jamais ça continue de cette manière-là, c'est possible. Eh ben, tu sais quoi, on va en parler dans notre hebdo cette semaine, parce que ce qu'a fait le CGI par rapport à la DCC, c'est vraiment montrer, mais tu vois, si tu payes mieux, tu attires plus de monde, plus de regards et enfin, les meilleurs combattants. Tu vois, c'est une leçon que la DCC doit tirer en disant, ok, on doit revoir notre stratégie, notre business model. Et j'aime bien qu'il y ait un peu ce méchant CGI qui vient bousculer le tout, parce que pour les fans et pour les athlètes, c'est du positif. Et ce serait pas mal de voir ça aussi en MMA, en fait, Ouais. pour que l'UFC se bouscule un peu à mieux payer leurs athlètes et à garder tous les gros noms chez eux. Pour moi, je crois que le PFL n'est pas en position de le faire. Non. Ce serait dangereux parce qu'alors ça diviserait les combattants et on n'aurait pas les meilleurs contre les meilleurs, etc. Mais par contre, je pense que le procès est quelque chose qui peut changer vraiment la donne. Vraiment la Exactement. donne. On en parlera. On en parlera. Ben justement, voilà, ça nous fait un sujet pour notre hebdo en cas de manque d'actualité. John, Voilà. un tout grand merci. Bonne Bon nuit, dimanche bonne à toi. Ciao, ciao. Ah, bonne nuit pour toi. Moi, j'ai un anif là. Super. Ciao.